Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de French Hours Talk, un nouvel épisode en très belle compagnie toujours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mohamed. Bonjour. C'est Mesdames, Liane. je vous en prie. Vas-y. C'est Liane et Khadija. enchanté. Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Déjà, c'est un énorme plaisir. La thématique elle va être ultra intéressante. Oui. Tu la connais ? Je la connais, j'ai fait mon boulot avant et ça va être en fait sur le et les business à impact. Aujourd'hui justement on a le plaisir de vous accueillir, vous êtes toutes les deux entrepreneuses. D'ailleurs là, on a beaucoup d'entrepreneuses sur les derniers talks, c'est cool, c'est vraiment cool. Ça change. Mais, La parité chez French Joueurs, c'est obligatoire. On a des entrepreneuses qui ont toutes les deux créé un business à impact. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par présenter vos projets respectifs avant qu'on creuse précisément la thématique du sujet à impact? Céliane, je t'en prie. Ok, déjà merci pour l'invitation. Très contente d'être là pour discuter de business à impact. Donc moi je suis Céliane de la Salle, je suis cofondatrice de Barnabé.io. Nous on est sur l'univers de la prévention en santé et des comportements de santé. Donc, on a créé une plateforme qui, pour les patients, leur les aide à rentrer dans des parcours d'apprentissage pour adopter des meilleurs comportements de santé, qui soient bien portants ou qui soient déjà en situation de maladie chronique, pour les aider à mieux vivre au quotidien avec leur maladie sur des sujets alimentation, activité physique, sommeil, relaxation, etc. Et pour les professionnels de santé, en fait, c'est vraiment eux qui mettent en place ces accompagnements, c'est de disposer d'une plateforme pour coordonner et diffuser ces accompagnements d'éducation thérapeutique du patient ou d'accompagnement préventif. Donc voilà, la start-up est née en 2020, en plein contexte Covid, et nous sommes incubés chez on est chez Station F depuis juillet dernier. Cool. Bienvenue chez Tonton. Bienvenue chez Tonton Xavier. Trop bien. Oui, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Khadija. Je suis la fondatrice du Lofalaf. Lofalaf, c'est un concept de traiteur social et solidaire, de la cuisine du Moyen-Orient revisité par des cuisiniers des réfugiés. Donc nous on s'est lancé un peu avant le Covid, une petite année avant le Covid. Et en fait, on a pris à peu près toute la crise et l'arrêt de l'activité du coup avec le Covid, vu qu'on est complètement dans l'événementiel et surtout dans le corporate. Donc c'est pas plus, on va dire c'est pas plus mal parce que ça a amené deux autres projets. Le premier projet qui est toujours en rapport avec nos falafels. Donc du coup, on a lancé une marque bio locale de falafel pour les professionnels de la restauration. Et peut-être demain pour les particuliers. Donc là, on est vraiment changé complètement l'activité. On est maintenant dans l'agroalimentaire. Et il y a un autre projet, c'est une plateforme RH de mise en relation des personnes réfugiées, les associations, avec le monde de travail, que ça peut être des entreprises ou des centres de formation ou des incubateurs. Donc c'est aussi parce qu'en fait quand j'ai créé le Falaf, tout le monde me disait c'est trop bien ce que tu fais, mais tu les trouves où les personnes réfugiées? Et en fait, des personnes réfugiées cherchent du travail, cherchent des formations, de l'accompagnement. Ils sont quand même très bien accompagnés par les associations, mais par contre, ils sont quand même invisibles de la société. On ne sait pas où les trouver. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent travailler avec des personnes réfugiées, mais ils n'ont pas accès. Donc en fait, du Falaf, ça est né l'AJ. L'AJ, c'est à peu près réfugié en arabe. Donc l'AJ. Et donc du coup, je commençais un peu à faire des tests avec quelques associations. On a intégré des personnes réfugiées l'année dernière dans 2 restaurants. Donc du coup, voilà, je commence à faire des tests. Et du coup, c'est une plateforme Tech for Good inclusive qui va accompagner surtout les associations pour accompagner mieux les personnes réfugiées rapidement. Donc cette plateforme, elle est déjà en ligne du coup ? Elle est en test. Ok, d'accord. Elle est en ligne, mais pas pour tout le monde. Mais elle est une plateforme no code. Ok, d'accord. Ok, cool. Donc voilà. No code, ça pourrait être une très belle thématique. Ouais, c'est un des sujets si vous voulez parler de no code, je suis là. Ok. À venir à tous les épisodes, elle va être là. Tous les épisodes, elle va être là. C'était vraiment un vrai apprentissage pour nous et on a choisi le no code déjà parce que c'est quand même beaucoup plus. Je sais pas si tu as fait ta plateforme d'ailleurs en no code. Au tout début, maintenant on a voilà. développé Donc, du coup, en fait, des choses, mais je pense que nous on n'a pas fait du no code assez longtemps, tu vois. Pour nous, c'était hyper important de le faire en no code pour tester, quoi. Ok. Voilà, on est en test.
phase 2 déjà. Tu connais la plateforme Bubble ou d'autres choses? Bubble, ouais. Ok. Ok. Pour rentrer directement dans la thématique de l'impact, on va commencer simplement par définir ce que c'est qu'un business à impact et en fait sur quoi on peut le mesurer. Est-ce que vous pouvez me partager un peu toutes les deux vos définitions un peu de ce que c'est qu'un business à impact? Est-ce que par exemple dans chacun de vos projets, nous dire un peu qu'est-ce qui fait l'impact des différents projets? Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup passer, surtout de plus en plus maintenant ces derniers temps avec Time Good for Planet, si je dis pas de bêtises sur le nom. Time for the Planet. Time for the Planet. Et enfin, on en voit beaucoup. Enfin, en tout cas sur moi de plus en plus sur LinkedIn. Et c'est vrai qu'on a peut-être des fois du mal à dire exactement c'est quoi l'impact. Bon, nous on en a discuté un petit peu en off évidemment, mais si vous pouviez donner une définition pour quelqu'un qui nous écoute demain ou qui se dit ok, je veux moi aussi impacter sur quel domaine? Ouais. Si tu veux, tu peux commencer. Ouais, voilà, pour moi, l'impact, c'est quand c'est faire un projet qui ait du sens, mais qui est un projet qui change la vie des autres. Et que c'est une vraie solution. En fait, l'entreprise à impact, c'est une solution. Qui vient pas, c'est bien évidemment, il y a un côté business qui est hyper important, hein, parce que sans le business, on peut pas faire l'impact. Mais pour moi, en tout cas au sein du Falaf et au sein du Lagi, pour moi, c'est une solution qui vient apporter, qui est une vraie solution qui va changer la vie des autres. Parce que moi, par exemple, les personnes réfugiées que je recrute en CDI, ça change, ça a un vrai impact dans leur vie. À quel moment en fait on appelle ça un business impact? Parce que tu vois, aujourd'hui, on peut se dire que avec French Joueurs, on met du contenu en ligne, ça peut être un business à impact vu qu'on impacte de façon positive la vision. Mais à quel moment en fait ça devient vraiment à quel moment Est-ce que c'est défini vraiment à quel moment on peut utiliser le terme c'est le vrai business sujet, impact? la définition de l'impact, et ça commence à être de plus en plus défini parce que notamment les financeurs qui veulent financer des projets à impact, eux ont besoin de le définir parce que derrière ils ont des grilles, des critères, des machins, du reporting, et du coup il faut de plus en plus définir l'impact qui avant était plutôt de l'apanage effectivement des associations, des fondations qui n'avaient pas de vocation à avoir de la rentabilité et de distribution actionnariale derrière, mais finalement il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont rendues compte qu'elles étaient dans un modèle lucratif mais qu'elles pouvaient aussi faire de l'impact, donc ils ont commencé à se définir. Et d'abord, donc ça a pu être je suis de l'économie sociale et solidaire, c'est une partie, mais d'autres qui se reconnaissaient pas dans cette définition là qui englobe plutôt ce qui est les mutuelles, les coopératives, et qui ont commencé à dire non, moi je suis une entreprise à mission. Voilà, il y a plein de mots comme ça un peu qui sortent, et la définition de l'impact, elle est en train de se structurer. Pour moi, ce qui est le plus important, parce que si je fais ça, c'est de l'impact. Il y a un impact en fait déjà. Est-ce qu'un impact, un impact positif, un impact négatif? Bon, évidemment, on a tous en tête un impact positif, mais déjà il faut le dire. Parce que demain, si on s'amuse à créer des boîtes, moi je vais faire un impact négatif. Je veux détruire la planète. Donnez-moi un label. Et ensuite, quelle est la différence entre la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, et une entreprise à impact? Pour moi, c'est vraiment quel est ton cœur de business en fait. Quelle est ta proposition de valeur? Une entreprise qui fait de la RSE, elle va analyser ses externalités en fait. Et elle va essayer de faire son business d'une manière la meilleure possible, la moins mauvaise possible, et elle va analyser ses externalités et voir comment arranger les choses ou comment être un peu plus responsable sur son territoire, etc. Ouais, RSE, ça serait plus de dire en gros, je fais déjà quelque chose. C'est quoi le... RSE, c'est j'ai mon business, mais après, je sais que je dois être quand même responsable dans mes recrutements, les émissions que je peux avoir, émissions, etc., etc. Et donc, c'est tout ce qui va être autour de mon business. Alors que pour un business, une entreprise à impact, en tout cas, ma définition, c'est que dans ma proposition de biens et services, vraiment dans mon modèle économique, dans mon business plan, il y a de l'impact. Et en fait, la rentabilité financière et les impacts positifs que j'ai sont reliés ensemble. Plus je vais faire d'argent, plus je vais avoir d'impact. Ça peut pas aller dans l'autre sens, en fait. Ça peut pas se croiser. Ouais, et en fait, c'est dans ta chaîne de valeur. Dans ta chaîne de valeur, dans ta proposition, l'impact, il est dans ta chaîne de valeur. Ne peut pas être en plus. Enfin, les RSE, c'est quelque chose qu'on fait en plus, qu'on fait des opérations avec des associations ou avec les parties prenantes. Et une fois par an, 2 fois par an, même une fois tous les mois, on a une mission en plus sociale et solidaire. Et du coup, ça fait aussi du RSE. Mais une entreprise à impact, c'est une entreprise qui est dans sa chaîne de valeur qui est de l'impact, en fait. C'est dans sa proposition qui est de l'impact.
et qui a un impact. Par exemple, quand on travaille avec des personnes réfugiées ou des personnes loin de l'emploi, quand on fait le choix de travailler et d'intégrer dans sa chaîne de valeur des personnes qui sont loin de l'emploi ou des personnes réfugiées, avec toute la problématique qui est autour, la langue, l'intégration, l'insertion et tout ça, et ben sincèrement, on va pas plus vite que les autres. On peut pas aller plus vite. Donc, il y a de l'accompagnement, il y a de l'empathie, il y a de la compréhension, il y a aussi la bienveillance qui va être au cœur du management. On peut pas être comparé avec un autre traiteur qui va choisir que sur la compétence ou sur quelque chose. Ce n'est pas pareil. Et effectivement, moi, je mentionnais dans l'offre de biens et services, mais tu as raison de parler de chaîne de valeur. Bon, c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins, mais c'est tout aussi vrai. Et en tout cas, quand je dis, quand ton chiffre d'affaires il va croître, ton impact va croître aussi parce que c'est dans sa chaîne de valeur. Okay. Et du coup, on peut pas se retrouver avec des effets où pour croître, il faut faire de la destruction ou il faut faire de l'impact négatif. C'est vraiment lié ensemble. Et est-ce que le recrutement du coup est aussi pour ton projet, pour votre projet, parce que je sais que vous êtes plusieurs, est-ce que c'est aussi, du coup, le recrutement fait partie de cette mission impact, justement, le fait d'impacter? Alors voilà, après, il faut être cohérent. Ce qui est important, c'est la cohérence. Moi, aujourd'hui, l'impact que, notamment dans mes investisseurs, mes KPI d'impact, ça va être plutôt sur la finalité de mon business, donc la santé, les comportements de santé, le fait que les personnes ont appris des choses et changent leur comportement. En revanche, la cohérence et de s'inscrire dans pour le coup, dans une responsabilité sociale d'entreprise, c'est absolument nécessaire. Et pour nous, c'est évidemment au sein de notre ADN. Donc oui, on fait attention à ça. Après, je pense que c'est moins clé par rapport à notre croissance que le FAF. Mais... Ok. Et alors, j'ai une autre première question un petit peu. Demain, un entrepreneur qui a une idée de business model qui justement a un réel impact et tout ça, vers qui il peut se tourner pour de l'accompagnement, de l'aide, est-ce qu'il y a justement peut-être des fonds, des programmes déjà dans un premier temps qui sont spécialisés dedans? Oui. Si je puis dire. Enfin, moi, il y a pas mal d'incubateurs. Moi, je connais très bien La Ruche. Okay. C'est un des incubateurs qui l'impact. Moi, j'étais très bien accompagnée par Singa. Singa, je pense que maintenant on présente plus Singa. Singa, c'est la première association qui sensibilise sur l'intégration et l'insertion des personnes réfugiées ou des entrepreneurs qui intègrent dans leur chaîne de valeur l'insertion des personnes réfugiées. Et du coup, j'étais accompagnée par Singa. Et pour moi, c'était clé pour moi. J'étais dans pas mal d'incubateurs, mais Singa, pour moi, était clé dans mon projet. Donc moi, je dirais à Paris, en tout cas à Paris, ça peut être la French Tech peut-être, ça peut être La Ruche vraiment, ça peut être les premières, je pense aussi pour les femmes. Singa pour moi et aussi StatsUF, il commence aussi à intégrer StatsUF. C'était pour nous au début on ne faisait pas beaucoup la tech, mais pour nous StatsUF a été aussi un incubateur inclusif pour les entreprises à impact. Oui, alors du coup, effectivement, il y a plein de réseaux maintenant et ça se développe encore plus. Moi, si je peux citer aussi du coup Make Sense, qui est à la fois un mouvement, des communautés, un incubateur et un fonds d'investissement. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour les remercier d'avoir fait confiance à Barnabé parce ils ont investi dans Barnabé. On a le plaisir de les avoir en tant qu'investisseurs. Il y a également le groupe SOS parce que où moi j'étais auparavant et je pilotais justement des incubateurs de start-up à impact, dont un en France qui s'appelle Pulse Montreuil, là depuis quelques jours, qui s'appelait avant le comptoir. Ensuite, il y a des réseaux en fait qui peuvent aussi apporter des financements, comme le réseau France Active. Et après, il y a des financements qui sont dédiés pour les startups de l'ESS. Donc en fait, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. L'ESS, c'est un statut en fait qu'il faut qu'on met sur le CABIS, et on peut aller encore plus loin en demandant l'accréditation entreprise de l'économie sociale et solidaire avec le label ESUS. Et là, ça nous ouvre aussi à des poches de financement qui sont vraiment dédiées à ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez toutes les deux?
L'OSS, oui. Moi, non. L'OSS, oui, on fait partie de l'entreprise, des entreprises l'OSS. Et je reviens sur Make Sense. Pour moi, Make Sense, par exemple, c'était pas un incubateur où j'ai intégré, mais c'était mon premier client en 2020. Donc, Merci à donc eux. du coup, ils avaient un impact énorme. J'étais un de leurs premiers partenaires traiteurs au mois de juin 2019. Et sincèrement, ils m'ont beaucoup recommandé. Voilà, c'est mon premier client, Make Sense. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable d'avoir de l'accompagnement différemment. Et ça savait très bien que pour faire de l'impact, il faut faire du business. Et j'étais dans tous leurs événements. Donc, Make Sense, par exemple, c'est vraiment un super écosystème d'ailleurs. Et c'est vrai que, bon, on en parlera peut-être un petit peu après, mais l'écosystème, c'est important. Et pouvoir se soutenir, s'acheter des choses entre startups à impact, c'est important. Nous, on n'est pas encore, on n'est pas encore ESUS. C'est un processus qui est un peu long et qui peut être aussi un petit peu contraignant sur certains aspects legal ou pour des futures levées de fonds. Donc, on est en train d'étudier la question. D'accord. Parce qu'il y a un encadrement, un encadrement des remontées de bénéfices, des choses comme ça. Donc, il faut, par rapport à certains investisseurs, ça peut poser problème. Donc, on étudie la question, mais on aimerait l'être. Après, il y en a plein d'autres, des incubateurs justement sur l'impact qui se lancent, des incubateurs qui étaient classiques et qui ouvrent des promotions impact. Il y a Wilco, là je sais, qui ont maintenant des promotions Tech for Good. Nous, on est aussi chez Paris & Co dans la promotion Tech Care, donc santé, mais je sais aussi qu'ils vont faire de l'impact. C'est vraiment un sujet d'actualité. Ouais. Mais du coup, par rapport à tous ces, c'est pas vraiment des labels en fait, c'est des mais par rapport à toutes ces choses dans lesquelles vous mettez en tant que business d'impact, il y a forcément une partie où il y a énormément d'avantages, mais après, il y a une partie où ça vous contraint à ne pas faire certaines choses. L'agrément ESUS, typiquement. Après, il y a d'autres labels comme B Corp. B Corp, on entend beaucoup parler. Ça, en fait, aux États-Unis, B Corp, c'est carrément un statut juridique, en fait. À la base, c'est un modèle de société. Et du coup, c'est devenu pareil, un mouvement, un label, etc., et qui s'est internationalisé et qui arrive en France de plus en plus. Je crois qu'il y avait 10 sociétés B Corp il y a quelques années, et maintenant, ça explose. Il y a des fonds d'investissement qui deviennent B Corp. Et du coup, ils ont un outil, je crois, qui s'appelle le B Analytics, de scoring. Et en fonction de la note qu'on obtient, après, on se fait certifier B Corp. Okay. Mais pareil, c'est un gros processus qui dure plusieurs mois. Et derrière, on intègre une communauté d'acteurs B Corp internationale. Et c'est un autre. Pour le coup, on l'est pas encore parce que c'est un peu de travail de se faire labelliser B Corp. Et puis pareil, il y a des implications dont il faut réfléchir, discuter avec ces différentes parties prenantes et avec ses investisseurs et financeurs. Mais est-ce que toi, par exemple, Khadija, parce que je sais que toi, oui, du coup, ça va être ma question après, mais est-ce que, par exemple, sur le business plan que toi, tu as, est-ce qu'il y a des objectifs à impact? Comment est-ce qu'on structure une boîte autour de l'impact? Parce que, pour l'instant, on a parlé de tout ce qu'il y avait autour, mais comment ça se passe vraiment quand tu es dedans et quand tu dois faire attention à plein de choses, tu vois? Moi, en fait, mon premier impact et mon objectif et mon enjeu aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc plus je recrute, plus je fais de l'impact. Okay. Donc, et en fait là on va passer en l'autre. Pour faire le recrutement, on va faire du chiffre d'affaires. Donc en fait il faut vraiment être un chef d'entreprise sait comment il fait l'impact. Et il faut juste dire que l'impact vient du business. Il faut pas être il faut pas avoir honte. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui va faire de l'impact. Par exemple, pour l'AGI, pour moi, l'AGI, c'est le nombre de personnes qu'on va placer dans les entreprises. C'est les entreprises qu'on va tourner et que demain, ils vont trouver l'intérêt à recruter des personnes réfugiées. Ça peut être aussi le parcours, ça peut être aussi, pour moi, l'impact, ça peut être aussi également les associations qui vont accompagner les personnes réfugiées. Et aujourd'hui, ils accompagnent 10 personnes. Demain, pour la même durée, ils vont accompagner 15. Parce que la plateforme les a aidés à rentrer plus rapidement avec une entreprise et du coup, ils ont placé plus rapidement. Donc, en fait, l'impact, c'est toujours le résultat, en fait. Donc, pour moi, par exemple, l'AGI, c'est le nombre de personnes qu'on a placées, le temps que les associations ont gagné pour placer une personne. Et pour le FALAF, c'est clairement le recrutement. OK. Nous, avec le Covid, c'est un vrai enjeu. Par exemple, aujourd'hui, je recrute en CDI en cuisine après le Covid rapidement.
Même si je sais que ça va être un peu compliqué au début parce que les affaires reprennent, mais reprennent pas pour l'événementiel, reprennent pas aussi vite, quoi. Surtout pour le corporate où nous on est spécialisé dans le corporate. Mais c'est aussi pour moi c'était je ne pouvais pas travailler avec les personnes en leur disant ah ben non moi ça va être de l'auto-entrepreneuriat parce que ça m'arrange plus. Je pense aussi à la personne, s'il n'a pas le CDI, ça va être compliqué. Mais après, c'est un contrat. En fait, c'est vraiment de la confiance, de la confiance et le contrat qu'on va signer, moral, éthique. Donc on peut pas gérer une entreprise à impact comme une entreprise classique. C'est pas pareil. L'humain, enfin, en tout cas, chez moi, l'humain, il est au cœur de tout. Après, ils savent très bien que le risque que je prends, et ça a toujours été positif derrière. Ça crée une famille. Moi, par exemple, Rochelle, ma chef aujourd'hui, elle sait très bien que sans CDI, elle n'a pas d'appartement. Je le fais pour elle. Elle sait très bien que je le fais avec grand plaisir et pour moi, c'était sans poser aucune question parce que je sais que derrière, elle est reconnaissante de ça. Elle sait qu'elle peut pas le trouver ailleurs. Donc du coup, c'est quelque chose. C'est l'humain en tout cas au Falaf, vu que c'est autour de ça, c'est hyper important. C'est hyper important et quand on travaille avec des personnes loin de l'emploi, on prend un peu leur situation humaine autour. Mais c'est une personne avec qui j'ai démarré aussi, donc elle est repartie au Liban, elle est revenue, donc du coup, elle sait très bien que je connais très bien sa situation. Mais c'est ça, l'impact, c'est faire une entreprise qui a du sens et qui me donne moi du sens avant tout, quoi. Mais c'est une entreprise qui doit être rentable. Ouais, bah oui. Nous, on a été rentable dès la première année. On a travaillé avec les grandes maisons dès la première année. Parce qu'il y avait une force commerciale derrière, parce que chaque fois on travaillait, parce que par exemple on a été aidé par Make Sense, sincèrement je les cite parce que ils avaient un vrai impact côté business chez moi. Singa, StationF, l'écosystème, on en profite tous les jours. Nos partenaires, la mairie de Paris, on a travaillé avec Anne Hidalgo rapidement. Enfin, les canaux, on l'a pas cité, mais les canaux c'est un vrai, les canaux c'est un des premiers aussi. Structures qui m'ont fait confiance sur la partie économie, sur la partie business. Donc en fait, il faut pas prendre un business social et solidaire comme un business, comme une entreprise qui fait que du social. C'est pas possible. Si les structures et le public, la politique, toutes les parties prenantes ne nous aident pas, on peut pas y arriver. C'est beau dire, je travaille avec des personnes réfugiées, mais s'il n'y a pas tous les acteurs qui font confiance à des traiteurs sociaux et solidaires et qui préfèrent prendre peut-être un traiteur qui est beaucoup plus classique, c'est bien beau, mais en fait, ça va pas nous aider à aller plus loin. Donc, du coup, en fait, notre impact, il vient de l'économie avant. Et une boîte doit être rentable. Si elle n'est pas rentable, ça va devenir du bullshit derrière, quoi. C'est pas possible. Oui. Et puis plus, comme tu as dit, plus tu es rentable, plus tu as d'impact et plus tu peux exactement. recruter Et c'est une ou placer entreprise des gens avant tout, pour on agir. est une UCS dans le SS. Donc c'est une entreprise, on n'est pas une association. Donc, oui, c'est vrai qu'en fait, avant, il y avait le monde des assos d'un côté, les pouvoirs, la politique publique, et puis les entreprises de l'autre côté, et la définition même d'une entreprise, si on regarde, c'est d'apporter de la création de valeur à ses actionnaires. En fait, on s'est rendu compte que il manquait un entre-deux, en fait. Et tout ça, c'était très juridique, entre les assos qui peuvent pas faire redistribuer de bénéfices en fin d'année, et les entreprises dont on disait que c'était leur unique objet social, en fait non, il y avait quelque chose au milieu qui était les business à impact. Tu mentionnais, sinon ta question c'était sur les indicateurs. Effectivement, il y a la mission, la vision, l'impact, vraiment pourquoi j'ai créé cette boîte, mais le sujet de la mesure après derrière, au fur et à mesure que la boîte se structure, bien évidemment, il est important, et il est notamment important quand on va chercher des financements externes. Que ce soit du financement, notamment de l'investissement et de l'investissement à impact.
Et du coup, parce que eux-mêmes ont besoin d'indicateurs pour leur propre analyse déjà en amont, pour leur décision d'investissement et ensuite pour leur propre reporting et ensuite pour leur reporting consolidé de toutes les sociétés qu'ils ont en portefeuille pour pouvoir faire des additions tout simplement, des comparaisons. Donc on est obligé un peu de rentrer dans ça pour pouvoir leur parler leur langage, les convaincre et leur donner les éléments pour faire leur analyse le plus simplement possible et nous-mêmes du coup se mettre sur des rails de ok, quels sont mes indicateurs d'impact et comment je vais pouvoir les mesurer dans la durée. Donc nous on a fait ce travail effectivement quand on est allé, pour moi c'était une évidence d'aller chercher des investisseurs à impact pour mon projet. Je voulais vraiment m'entourer d'investisseurs à impact. Donc, il y en a beaucoup des investisseurs à impact où tu as un choix limité? Non, il y en a. Alors pareil, ça, comme vous entendez parler de start-up à impact tous les matins maintenant, il y a tous les matins un nouveau fonds. J'exagère un petit peu, mais ça se développe, donc c'est super. Après, sur notre stade de maturité qui était pré-seed, seed, il y en a pas encore beaucoup. On a reçu mais notamment, Make Sense a créé ce fonds il y a 2 ans ou maintenant, je crois, exprès pour un peu, il y avait ce trou dans la raquette des investissements à impact très early stage, donc ils font des tickets entre 50 et 150. Hein. Donc on pourra parler ensuite de l'offre d'investisseurs à impact. Singa aussi vient de lancer son fonds d'investissement. Ouais, c'est parce qu'en et fait, La on a... Ruche aussi maqué avec un fonds pour avoir une offre. C'est parce qu'on a reçu en fait là sur les épisodes interviews, qui est un épisode qui est sorti hier, Romain Vidal qui a fondé Caporn. Qui du coup maintenant a lancé un fonds qui s'appelle All Impact. Okay, c'est dans le nom. Et en gros, c'est un fonds impact seed, pré-seed. C'est super, c'est même, super ils bonne veulent aller plus loin nouvelle. aussi, hein. Ils veulent aller dans les séries. En gros, ils veulent aller plus loin et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que ils investissent dans les boîtes à impact et également eux, ils aident les sportifs de haut niveau en reconversion à trouver des emplois dans des startups. Parce qu'ils disent que les mecs en fait qui ont tellement faim pour aller chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui au final sont pas plus payés que ça, au moment de la reconversion, tu les mets en tant que sales dans une startup. Je pense que ces personnes-là peuvent réussir, tout déchirer. Donc lui, il est un peu plus dans ce format-là. Les sportifs de haut niveau, on les retrouve ensuite pas mal dans des conférences, effectivement. Business, ils ont tellement à nous apprendre au monde de l'entreprise. Dans le management aussi. Et du coup, pour la mesure d'impact, déjà, pour moi, le cadre un peu de référence, c'est de dire dans quelle thématique d'impact je me situe. Et donc là, il y a un cadre un peu qui commence à faire référence, qui sont les objectifs de développement durable. Donc, par exemple, nous, Barnabé, on s'inscrit sur l'objectif numéro 3, qui est santé, bien-être pour tous, un objectif numéro 10 qui est inégalité sociale et territoriale, donc lutte. Quand tu dis objectif numéro 3 et numéro 10, c'est du coup ces objectifs qui sont déjà listés. Ah oui, d'accord, ok. Il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés par l'ONU, qui sont un petit peu les objectifs que le monde doit adopter d'ici 2030, et donc après c'est décliné et c'est partagé par tous les pays. Il y a des feuilles de route et puis il y a c'est de la politique publique. Et du coup, le monde du business en est, c'est dessus, quoi. Voilà, c'est calqué dessus. C'est pas toujours très adapté, très concrètement, mais au moins ça donne un cadre. Et ça dit moi je m'inscris dans cet objectif de développement durable. Ça veut dire que je vais participer avec les pays, etc., à aller vers cet objectif de développement durable. Ça c'est le premier framework, pardon. Et après, quand on fait un business plan extra-financier avec des indicateurs d'impact pour se mettre d'accord avec son investisseur sur ok, voici mon BP financier, ça c'est le truc classique en levée de fonds, et voici mon BP impact, on a fait l'exercice de se poser la question de quels étaient les meilleurs indicateurs qui sont effectivement liés vraiment à ma chaîne de valeur et à mon chiffre d'affaires. Donc après ça va être très simple, ça va être mon nombre de bénéficiaires avec telle situation,
Et puis on en choisit 3 clés, et puis on choisit des objectifs sinon qui peuvent être secondaires. Donc c'est moins ceux qui sont en haut du BP, mais on se dit moi ça c'est aussi tout aussi important et je veux suivre ces indicateurs-là. Et Tu peux nous en donner un ou deux en exemple, du coup, par exemple, que vous avez... Après, nous, ça va être des objectifs aussi parce qu'on est sur l'éducation des personnes en santé, donc ça va être le nombre de modules qui vont être mis en ligne par an sur la plateforme. Ok, d'accord. Pour avoir cet effet il y aura une certaine offre disponible sur la plateforme. Donc ça, c'est mis en accord avec donc tes investisseurs. Ouais. Et donc, ça peut être, je vais dire un chiffre au hasard, mais ça va être par exemple 500 modules qu'il faut avoir mis en place avant tant de temps. Ouais, c'est des objectifs annuels sur lesquels là on fait un BP quoi. Et idéalement du coup il faut que comme ils sont alignés avec ton activité, ils sortent facilement en lecture directe dans tes outils de pilotage de ta boîte. Il faut vraiment que ça soit dans tes propres outils de pilotage. Et puis il y en a d'autres, ce sera peut-être plus des enquêtes en fin d'année que tu pourras faire sur je sais pas plutôt des enquêtes de satisfaction, des pourcentages de personnes qui sont passées à l'action, des choses comme ça, où ça tu l'as pas en lecture directe forcément de ton produit ou de tes ventes, mais tu peux faire des enquêtes auprès de tes bénéficiaires. Ça, c'est vraiment l'étude d'impact, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux. Hein. L'étude d'impact, c'est quelque chose que tu peux même faire avec un cabinet. Il y a même des entreprises maintenant qui peuvent offrir ça à des associations. Parce que parfois, les associations, les ONG ne pouvaient pas mesurer l'impact. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sérieux. Ça peut être aussi, par exemple, nous, dans la cuisine, ça peut être le gâchis alimentaire. Ça peut être aussi une étude d'impact là-dessus. Et du coup, en fait, tu vas rentrer un peu plus dans les choses. Mais t'as raison, ça vient du monde des associations et des fondations, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de financement sans mesure. Et pareil, dans ma vie d'avant, je gérais du coup des projets financés par ce qu'on appelle des bailleurs, et du coup là c'est pas juste un chèque et allez-y faites de l'impact. Il y a un budget qui est défini, il y a des critères, il y a des indicateurs qui sont demandés, et après il y a du reporting. Parce que sans l'étude d'impact, il peut pas aussi avoir des financements derrière. Donc du coup l'étude d'impact, c'est quelque chose. Pas forcément de valeur à ce moment-là, ils dépendent vraiment des financements autour en fait. Comment ? Les associations, vu qu'elles ne créent pas de valeur à proprement parler, valeur financière ou de performance et tout ça, comme de valeur économique. Ouais. Après si indirect, mais non, mais c'est normal. Toi si on te demande de l'argent, même à titre amical ou machin, tu vas dire ok, mais du coup il va faire quoi mon argent, il va où, dis-moi, parce que t'as envie de savoir en fait. Bien et sûr, puis même toi pour ta satisfaction personnelle de te dire que t'as fait quelque chose de bien. Donc du coup c'est comme ça que ça marche, et c'est normal que ce soit comme ça que ça marche, mais donc il faut faire des cadres de référence, créer des indicateurs, faire du reporting, et du coup c'était comme ça dans le monde associatif, et du coup c'est la même chose dans le monde de la finance à impact. Et à quel point tout ça, c'est parce que on en parlait la dernière fois, mais sur le développement d'une boîte, je pense que quand tu te concentres sur l'impact, là, je parlais financier brut. Tout est plus entre guillemets lent sur le développement, parce que je pense qu'à chaque fois il faut faire attention, cocher des cases. Ou est-ce que je me trompe totalement et que c'est exactement la même chose Je pense que ça dépend vraiment de quel business tu parles. Je pense que quand on est dans l'univers de la tech for good, ça peut aller plus vite et c'est plus scalable. Mais quand tu es sur des choses avec plus d'humains, quand je dis plus d'humains, ça veut dire plus d'hommes. Ça, effectivement, ça peut aller moins vite quand tu fais les choses bien, et quand tu réfléchis à faire les choses bien, tu peux pas croître aussi vite que d'autres business. Ça, c'est des choix, et c'est pour ça aussi que tu t'entoures de gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, et du coup qui vont t'accompagner en toute connaissance de cause. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien s'entourer. Après, moi, quand j'ai fait le Falaf, je pense pas que j'étais passionnée par la restauration pour faire quelque chose dans la restauration. J'étais plutôt passionnée par l'humain. Et je pense pas que j'aurais fait un traiteur classique. Jamais.
Jamais. Je suis pas du tout de la restauration, c'est une reconversion. Et pour moi, les clés, c'était l'humain, c'était de l'insertion. Donc, mais donc du coup, je suis sûrement, j'y vais plus vite. La première année, en tout cas, avant le Covid, on a travaillé avec des grands noms, on est allé dans des grandes maisons et j'aurais jamais pu travailler comme ça si j'étais un traiteur classique, par exemple. Ok, d'accord. Parce que tout de suite, on a été repéré, vu qu'on était dans les bons écosystèmes, on a été repéré tout de suite par les canons, Make Sense, qui nous ont fait travailler. Et du coup, on a travaillé avec Generali, avec L'Oréal, avec BNP, avec toutes ces grandes maisons, Mazars, KPMG, tout de suite, ça, en tant que traiteur classique, je pense pas que la première année, tout de suite, après, ce sont des clients fidèles. Après, parce qu'on a fait une belle offre et ça a marché, ils ont voulu recommander. Mais au début, la clé d'entrée, c'était le social. Et donc, du coup, moi, par exemple, la première année, j'ai jamais allé demander à un client ou prospecter autre. C'est les clients qui venaient vers moi, c'était que on va dire, c'est des clients entrants. C'est-à-dire que moi, je peux pas aller chercher un client tout de suite. Et en fait, on a donc voilà. Je pense pas que jamais j'aurais fait de la restauration. Ouais, donc pour toi, en fait, ça t'a permis d'aller plus vite. Ah bah complètement. En fait, ce que tu viens de dire, c'est hyper important, c'est le mot client. En fait, c'est du coup, quel est ton marché? Évidemment, si tu veux vendre aux mêmes personnes qui achètent un jean chez H&M, un jean qui aurait été fait de manière éco-responsable, du coup tissé en France, quoi, tout ce dont on peut imaginer sur la teinture, sur les transports, etc. Tu pourras pas lui vendre le même prix, et donc du coup peut-être qu'il va te dire bah non, je t'achète pas, et du coup tu crois pas aussi vite. Mais en fait, tu vas trouver des gens qui veulent ça et du coup qui sont prêts à te l'acheter aussi, et donc voilà, c'est ça la dynamique aussi en ce moment sur ces sujets-là. Donc ça en fait moi c'était un vrai moteur le social. Au début, c'est vrai que la première fois où j'ai rencontré ma banque, quand je leur ai dit, bah voilà, mon projet, ils m'ont dit, bon, écoute, ton concept de falafel au saveur du monde, c'était très bien, mais par contre, le côté réfugié, c'est bien sympa, mais je pense pas que c'est quelque chose que tu vas travailler tout de suite dessus, parce que, je parle de ça il y a 3 ans. Et après, derrière, ils ont compris que l'intérêt, c'était là, en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, ils m'accompagnent, quoi. Encore plus qu'une cliente normale. Donc, pour moi, ça m'a ouvert des portes énormes en tant que traiteur. Après, moi, je sais qu'en interne, c'était quelque chose de très très difficile à gérer parce qu'on travaille avec des personnes qui ont besoin d'accompagnement, et moi j'étais pas une chef d'entreprise comme n'importe quel chef d'entreprise sur la partie traiteur, parce que je faisais plus l'accompagnement, j'étais en cuisine, je pouvais pas déléguer cette partie de délégation qui est nécessaire en tant que chef d'entreprise, d'avoir délégué, surtout sur quelque chose de très opérationnel. Et ben moi j'ai pas pu déléguer au début, j'étais avec mon équipe tout le temps, et heureusement j'avais pas besoin de clients parce qu'ils venaient, et donc du coup je faisais que de répondre, et si je devais accompagner plus aller chercher des clients plus, ça a été compliqué pour moi. Donc du coup oui, le social c'était vraiment moteur, c'est le cœur du développement le falaf. Après, on peut pas gérer une boîte sociale et solidaire avec des personnes du coup qui ont besoin d'accompagnement que d'autres. Donc c'est pour ça que je dis on peut pas aller plus vite. En fait, sur la partie accélération qui va être un peu compliquée parce que tu as besoin de déléguer, et du coup tu as besoin de voilà. Mais par exemple, moi si je cite un traiteur qui fait ça, c'est par exemple Baluchon. Baluchon, c'est un très grand traiteur que je connais très bien et qui m'ont accompagné au début. Aujourd'hui, ils ont 90 employés. Ça fait même pas 5 ans qu'ils sont là. Donc, la première année, c'est une année compliquée, et la deuxième année, vu qu'ils ont rencontré les bons acteurs, et surtout dans le public, c'était une vraie accélération pour eux. Et aujourd'hui, ils font vraiment de l'impact. Pour moi, c'est vraiment une aspiration, et en plus, on discute assez souvent. C'est une aspiration parce que ils accompagnent quand même 90 employés, dans à peu près un peu plus de 50% qui sont de l'insertion. Et tu connais le traiteur T du coup aussi? Le traiteur T? Ouais. T? Non, je connais pas, pardon.
C'est au sein du groupe SOS, ils font Ah aussi oui. traiteur. Mais c'est vrai que le groupe SOS, je avec connais nous. pas beaucoup. J'entends parler, tout ça, mais c'est vrai que je ne connais pas beaucoup le groupe SOS. Ils sont en lien avec Creatis aussi, groupe SOS. Ouais, c'est un incubateur du groupe SOS. Ok. Je connaissais pas non plus. De toute façon, Moi, j'ai vu ça récemment. En fait, au sein du groupe SOS, il y a une myriade d'associations, d'entreprises, parce que du coup, ils ont toute une branche qui est entreprise d'insertion, donc c'est des entreprises, et dont l'impact, c'est le fait de travailler avec des personnes en insertion. Je vais aller le voir. Et, et du coup, aussi des incubateurs, dont moi, je m'occupais d'incubateurs du groupe SOS, mais pas de Creatis. On a rejoint le programme Creatis, c'est pour ça que c'est je... vrai. Ah ouais, chouette, c'est trop bien. Quand il y a... Mi-septembre. Rue de la Fontaine-Roi. Ouais. C'était là où je Exactement. travaillais, moi. Ok, d'accord, ouais. Phare. Ouais, voilà, le petit bocal là quand tu rentres à droite, c'était Ok, oui, mes oui, bureaux oui. avant. Ok. Ok. Trop bien. J'avoue. Ouais. Bon, on les a rejoints il y a un mois, du coup, 15 septembre, donc un tout petit peu plus d'un mois. On est accompagné par eux, pour le coup, donc c'est cool. On n'est pas non, toujours les plus assidus sur les workshops, mais Mais on parle beaucoup avec Johan. on parle. D'accord. Ok, chouette. Bravo. T'avais une question? Moi, c'était sur la gestion au quotidien, sur la culture de la boîte et sur les objectifs que vous avez. Comment est-ce que ça se passe sur au day-to-day, quoi, à tous les jours? Comment est-ce que vous organisez en fait la boîte, votre culture? Comment est-ce que ça impacte tout ce qu'il y a en fait au sein de la boîte? Parce qu'il y a l'extérieur, donc il y a toute la partie pour la presse, pour les clients, pour ce qu'il y a en face. Mais comment ça se gère de l'intérieur, le fait d'avoir une boîte à impact? Déjà, il faut que tout le monde soit aligné sur la mission, ça c'est clair. Donc là, c'est à nous, chefs d'entreprise, co-founders, etc., de trouver comme vous, de trouver les moyens de diffuser dans les équipes sa mission et après, je sais pas en fait si c'est très différent d'une autre entreprise, à part le sujet de la mission, mais derrière, évidemment, les valeurs de l'entreprise, quelles qu'elles soient, ont besoin d'être diffusées. Alors, il y en a où ça va être transpiration, travail, etc., et d'autres où ça va être bienveillance, vivre ensemble, considération, et c'est les mêmes enjeux en tout cas pour les diffuser. On les voit sur le bureau à côté. Hein. Mais ça, oui, Ils ont pas l'air différents de nous. Hein. Non, mais je veux dire, c'est par exemple sur les key pages que toi tu peux traquer avec ta team. Est-ce que tu leur rajoutes par-dessus des objectifs à impact qui seront liés à l'objectif global de la boîte? En fait, c'est juste comment ça se passait plutôt. Ouais, alors là, on est encore trop petit pour mettre en place ce genre de choses. En revanche, pour moi, du coup, on parlait de cohérence tout à l'heure. C'est important d'être cohérent sur tous les sujets, en fait, et pas uniquement le sujet santé ou le sujet de mon produit, de notre plateforme. Du coup, là, justement, j'en discutais pas plus tard qu'hier, de mettre en place tous les trimestres une demi-journée avec toute l'équipe pour faire ensemble quelque chose à utilité sociale ou environnementale. Donc, du genre aller ramasser les mégots dans la rue avec Surfrider, aller dans un EHPAD, que ce soit un peu lié à la santé, aller dans un EHPAD, s'occuper de personnes âgées pour jouer aux jeux de société avec eux, des actions comme ça qu'on fasse, qui soient cohérentes avec notre envie d'être une entreprise d'impact. Et du coup, à côté, oui, il y a des sujets aussi de écologie et tout. On peut pas forcer tout le monde, c'est non plus. C'est aussi des convictions personnelles. Nous, on donne un petit peu notre vision en tant que cofondateur sur ces sujets-là, et donc c'est un peu des petits nudges ou des petites choses sur la gourde, sur le recyclage, pas de bouteilles en plastique. Mais ça peut jamais être imposé ce genre de choses. Donc c'est toi, tu proposes en fait. Le jour où on aura des locaux, c'est clair que on mettra ce qu'il faut en place, parce que moi, c'est mes convictions personnelles aussi, et du coup, j'ai envie que ça soit comme ça dans l'entreprise. Mais ce genre de choses, tu peux pas les obliger, tu peux pas les imposer. Tu peux mettre les choses en place et oui, les aider à justement
à comprendre déjà tous ces sujets-là, mine de rien, parce que des fois on n'est pas informé, on comprend pas. Moi, je suis animateur à la Fresque du Climat. Je voulais faire une après-midi avec l'équipe pour les former sur les sujets climatiques aussi, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la santé non plus, c'est personnel. Mais pour moi, c'est un peu en cohérence, quoi. Oui, ça va avec la vision globale de la boîte. Après, moi, ça passe par le recrutement. Recrutement. Enfin, dès le début, il faut choisir des personnes qui correspondent très bien et que. Après, nous, dans le social solidaire, on attire vraiment forcément des personnes un peu qui sont attirées par cette thématique. Et après, c'est dans le recrutement. On incarne un peu, enfin, on essaye d'avoir des personnes qui incarnent aussi les valeurs. Moi, par exemple, vu que j'ai une nouvelle équipe pratiquement depuis le mois de septembre, il y a le côté vie ma vie, parce qu'il y a le côté vivre ensemble et l'empathie, la bienveillance. Les personnes en cuisine, ils savent pas comment ça se passe sur la partie terrain et vice versa. Donc du coup, c'est pas encore fait, hein, mais par exemple, je vais sûrement organiser avant la fin d'année où chacun va faire le métier de l'autre. Pour moi, c'est hyper important. Ah oui, j'en parlais justement avec Maxence de ces sujets-là. Ouais, en fait, par exemple, pour les personnes qui gèrent et qui organisent les événements, moi, ça m'est arrivé une fois d'arrêter le contrat d'une personne qui était en stage parce qu'il y a eu une remarque un peu hautaine avec la personne qui est en cuisine. Pas directement, mais elle s'est sentie pas du tout légitime à peut-être aider la personne. On était dans un événement street food et la personne a fait une remarque. Pour moi, c'était une ligne rouge. Stop, on arrête, ciao. Je suis pas là pour non plus éduquer, aller ramener quelqu'un qui incarne pas les valeurs. On peut pas forcer les personnes. Donc du coup, j'ai fait un mauvais recrutement. Ça arrive. On fait souvent, surtout au début. On arrête. Donc il faut être exigeant. Enfin, les valeurs de l'entreprise doivent être incarnées. Il doit pas être que du bullshit derrière ou il doit être vraiment incarné par la personne. Et qui doit être au cœur de trucs. Et ça doit être quelque chose de naturel chez la personne. On peut pas forcer à quelqu'un qui est différent, lui dire voilà, nous les valeurs c'est la bienveillance. Toi t'es pas très bienveillant, mais bon, essaye quand même d'être un peu bienveillant. T'aimes pas trop le vivre ensemble. T'aimes pas par exemple la cuisine. T'es en street food. Tu fais de la com à peu près. T'as la personne qui a un peu besoin d'aide. Tu vas pas lui dire non, attends, je vais pas faire de la restauration moi. Enfin, ce genre de truc. J'arrête, c'est pas possible quoi. Donc il faut être exigeant sur le recrutement parce que moi je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup surtout en 2021, beaucoup d'erreurs sur le recrutement et maintenant je suis intransigeante sur les valeurs. Tu incarnes pas les valeurs, t'as pas la place au Falaf. Et surtout par exemple nous le Falaf c'est une vraie famille, une petite entreprise. Donc s'il y en a une personne qui n'incarne pas les valeurs, c'est mort. Parce que ça déteint sur les autres. Enfin, l'impact est trop important. Est-ce que c'est pas compliqué justement au moment du recrutement? Parce que tu disais c'est vachement des valeurs personnelles et tout ça. Comment tu fais pour les... C'est pas que des valeurs personnelles. En revanche, c'est important ce que tu as dit. Donc le recrutement et ça va dans les deux sens en fait. Tu parlais de communication tout à l'heure, au-delà de la communication, etc. Mais en fait, c'est hyper important parce que la communication que tu fais, c'est aussi ce que vous regardez les gens qui postulent chez toi. Donc si tu communiques à fond impact, alors qu'en fait c'est que de la communication et que c'est pas tellement ta manière de travailler derrière. Tu attires des gens qui viennent pour ça chez toi et tu vas créer, si une fois qu'ils sont chez toi et que en fait c'est pas du tout ce dont ils s'attendaient, tu crées des échecs de recrutement, des frustrations, donc il faut ce que tu communiques, il faut que ça soit vrai et du coup effectivement ça attire des gens qui partagent normalement les mêmes valeurs que toi. L'entretien est là pour le confirmer ou l'infirmer. Il faut être très, très. Tu as raison. Il faut vraiment faire attention à ça, du partage des mêmes valeurs. Mais a priori, si ta communication elle est juste, les personnes auront fait leur petite analyse avant de postuler et savent à peu près à quoi s'attendre et sont motivées par ça. Non, mais c'est un moteur aussi quand même souvent. Dans une petite boîte, les valeurs elles sont très incarnées encore. Enfin, sont très, enfin, sont encore c'est très important. Ouais, aussi. voilà. Quand t'as une grande équipe,
là, tu mets des places, machin, mais quand tu as une petite équipe, c'est une famille, en fait. Et surtout quand tu fais, par exemple, nous, l'installation des personnes réfugiées et la cuisine. Donc, c'est pour ça que j'ai débuté ma vie et c'est quelque chose je le fais aussi suite à cette expérience-là qui était vraiment pour moi un échec, du coup. Mais du coup, je me suis dit, mais il faut que la personne qui est en opération dans la com fasse le job d'une journée ou deux en cuisine. Juste, par exemple, quand on a des demandes clients et on sait que la cuisine être en difficulté parce on comprend un peu leur métier et vice versa. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas pour le plaisir, on le fait aussi pour comprendre que derrière qu'on a vraiment un business rentable, parce que si la cuisine c'est tout le travail qu'ils font les personnes en opération pour organiser un événement, pour que tout se passe bien, si demain eux ils merdent en cuisine, c'est les personnes qui organisent les événements chez clients, c'est eux qui prennent. Enfin, tu vois, et du coup pour moi je le fais aussi pour la cohésion de l'équipe, mais je le fais aussi pour que chacun comprenne le métier de l'autre et chacun soit exigeant dans son organisation, enfin dans son exécution. C'est pas que faire des trucs très sympas et aller au passé. Non, c'est juste pour que derrière moi je bossais chez Danone avant, on appelait ça l'exécution 5 étoiles. Et pour moi l'exécution 5 étoiles, pour moi c'est hyper important. Et surtout en cuisine et en service, c'est quelque chose qui c'est hyper important. Donc du coup pour avoir une exécution 5 étoiles, il faut que chacun comprenne le métier de l'autre et pour dire voilà, si je fais une erreur, il y a un impact derrière pour les autres. Surtout pour la partie traiteur, ça se voit très très vite. Donc moi j'aurais, si t'avais une autre question, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Là, ça serait plus pour ceux qui, du coup, veulent entreprendre, enfin voilà, qui ont déjà ces convictions-là, qui ont déjà ces valeurs. Et tout à l'heure, on parlait donc des 17 objectifs de l'ONU. De développement durable. Ouais. De développement durable. 17 ODD. 17 ODD. Comment on fait pour avoir toutes ces informations-là? On a beaucoup parlé des organismes autour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres façons de rentrer dans ces groupes-là pour avoir un soutien, de l'aide et tout? Enfin, c'est des choses que moi, personnellement, je connaissais pas du tout. Ou je suis pas du tout informé. Alors, je vais pas chercher l'information forcément non plus, donc mea culpa, mais voilà, quelque chose de concret. Si vous aviez des conseils à quelqu'un qui demain se lance dans son projet, est convaincu que c'est quelque chose c'est quoi les 2-3 conseils qu'on peut lui donner pour avoir ou une boîte qui veut faire un virement, un virage, un virement, non? Un virement. Alors, c'est pour nous, ça. Si elle veut faire un virement, je te donne mon RIB. un virage plus responsable. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, celle qui va faire un virage, tu vois, moi, des virements, s'il vous plaît. Celle qui veut faire un virage plus responsable, après, il faut, il faut voir est-ce que c'est en termes d'externalité, donc RSE, voilà, ou est-ce que c'est mettre en place des nouvelles BU qui ont, qui a un impact. Les conseils, c'est de se faire accompagner par tous les réseaux dont on a parlé, mais effectivement, comment connaître ces réseaux? Après, c'est un peu le job que chacun doit faire. Hein. C'est solliciter son propre réseau, son entourage, faire du Google, chercher à fond. Non, mais si c'est un étudiant, je crois qu'il y a des associations étudiantes qui se développent de plus en plus sur ces sujets. Maintenant, quasiment dans chaque fac ou école, il y a des assos ou il y a la mairie de Paris, je pense qui se développe. Il y a ce qu'on appelle le noise, par exemple. Ouais. Ça n'existait pas de mon temps. Mais du coup, je suis hyper contente de voir que maintenant, il y a ça dans les. C'est marrant que tu dises ça. Étudiants. C'est vrai que l'entrepreneur à impact, on a l'impression que c'est récent de ces 10 dernières années. Ouais, clairement, même de ces 5 dernières années. Avant, ça s'appelait, c'était différent, quoi. C'était moins lié à l'entrepreneuriat, au business, effectivement, aux startups. Moi, quand je me suis lancée, ça peut être pas mal d'aller voir la mairie de Paris. Eux, ils ont quand même des informations assez centralisées. Pôle emploi, ça peut être aussi le truc CCI, Paris, ça peut être aussi... n'hésite pas à aller voir déjà les structures un peu publiques. Eux, ils ont peut-être un peu les informations. Prendre l'annuaire et aller faire des conférences à thème. Ça, c'est hyper important d'aller faire son réseau. Moi, au début, je faisais mon réseau tout le temps. Moi, j'ai commencé à travailler même avant de commencer à créer la boîte, quoi. Enfin, j'ai eu des commandes, j'ai commencé à pitcher à des personnes que je rencontre comme ça. Tu fais quoi et en fait, j'étais un peu partout, quoi. Il faut se bouger.
et aller chercher son réseau parce que ça viendra jamais à toi, à ton réseau. Clairement, je rejoins. Moi, pour la petite histoire, avant, j'étais en banque d'affaires pendant plus de 6 ans. Je ne connaissais rien à tout ça et je m'y intéressais même pas. Et j'ai eu un réveil écologique en 2018, une bonne claque dans la figure, écologique et sociale d'ailleurs. Tu sais d'où ça vient? Est-ce que t'es capable de dire je pense que j'avais toujours une fibre sociale que j'avais un peu enfouie le temps de ces années banque d'affaires où j'avais zéro temps pour moi-même, mais j'avais déjà demandé à mes managers si on pouvait mettre en place des actions typiquement une demi-journée tous les X mois où je pouvais aller faire quelque chose de social. C'était quelque chose qui me travaillait un petit peu, et après le réveil écologique en revanche ça a été beaucoup plus violent. Ça arrivait d'un coup à la suite d'un voyage en Birmanie où ce pays qui venait un petit peu de s'ouvrir au monde récemment avait déjà été inondé de canettes en aluminium et de bouteilles de plastique et de sachets de shampoing qui volaient au vent et je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je vais cacher ma canette. Non mais je savais que ça existait dans les pays d'Asie. voir... Je l'avais déjà vu dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et je savais que ça existait, mais là de le voir en Birmanie, en fait je m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit non, il y a un truc qui va pas, on leur envoie un mauvais modèle en fait. C'est pas possible que ça allait si vite dans ce pays, et je suis revenue et puis ça m'a un peu travaillé. Du coup j'ai pris ça a commencé par la pollution plastique et puis j'ai tiré le fil et du coup après je me suis pris de passion pour les entrepreneurs à impact et voilà j'ai arrêté la banque d'affaires et j'ai passé 10 mois à ne faire que ça, des conférences, des livres, des films, des reportages, j'allais à la recyclerie, j'allais Ticket for Change, on l'a pas Ticket dit. for Change, Chance aussi. Donc ça c'est deux dans une optique de reconversion. Ticket for Change, il a écrit un bouquin. Chance, il n'est pas passé chez frère Mathieu Stéphanie? Si, ouais, c'est pour les reconversions professionnelles. Et tout ça. Mathieu Dardaillon, il a écrit un super bouquin qui s'appelle Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Donc c'est vraiment comment je trouve mon flow, ça veut dire ce dont je suis bon, ce qui me fait plaisir et qui peuvent avoir un impact positif. Et après, on peut aller sur la théorie de l'ikigai. L'ikigai, c'est on a fait le même parcours. on pourra refaire un podcast sur l'ikigai si vous voulez. Je vais essayer de mettre toutes les ressources, mais là, il y a beaucoup. Je vais devoir vous rappeler les filles. C'était quoi les noms là? Voilà, mais en tout cas, pour dire que je me suis forcée à prendre le temps. Bien sûr. Parce qu'en sortant de la banque d'affaires, je pouvais faire plein de trucs, j'avais plein de sollicitations, etc. Mais je sentais qu'au fond de moi, j'avais envie, mais j'avais peur. Et du coup, je me suis dit, offre-toi ce temps-là. C'est vraiment une très grande chance qu'on a en France aussi, Pôle emploi, pour les reconversions, pour les startups. Pôle emploi, le premier VC de France, ou pour les reconversions en fait. Et c'est hyper important, et c'est même pour le développement économique de la France, que les personnes soient au bon endroit par rapport à leurs compétences, leurs envies, et pour qu'elles soient performantes. Je vais y arriver. Donc voilà, prendre le temps et travailler son réseau. Et moi, à cette époque-là, du coup, je suis en mode cold call, aller solliciter tous les entrepreneurs à impact qui étaient plus ou moins dans mon réseau pour qu'ils me parlent. Et maintenant, c'est l'inverse. En fait, je suis sollicitée quasiment une fois par semaine par des gens de mes anciens boulots, de mes anciens, des gens de mes anciennes écoles, etc., qui me disent j'ai envie de changer de taf. J'ai vu que tu avais fait ça, et du coup, hyper important pour l'écosystème de rendre ce que tu as reçu. Et du coup, je fais de faire des calls, des petits déj, des déj avec tous ces gens-là qui veulent se reconvertir. Ouais. C'est exactement moi, c'est exactement le même parcours. Je bossais, c'était très bien, j'ai bossé dans une très belle boîte, qui normalement, les RSE, l'impact social fait partie aussi de sa communication. Et en fait, moi, ça arrivait par exemple, au mois de 3e année sur mon poste du chef du coup du secteur et de région, j'étais au centre de la France et j'ai rencontré une dame qui était malade et qui avait une chambre d'hôte, et moi je faisais pas mal de déplacements pour aller voir mes clients parce que je travaillais avec la grande distribution, et du coup c'est une dame qui avait une chambre d'hôte. Je suis allée dormir chez elle, mais elle était très malade et elle avait une énergie de dingue. Elle s'appelle Pascal. Elle m'a j'ai pris une claque en fait sur comment elle donnait de sa personne
personne, même en étant très malade, à son écosystème de région. Je me suis dit, mais attends, mais il y a quelque chose à faire. Je vais aller, je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi, je bosse chez Danone, je connais toute la région. Octobre Rose arrive, il y a quelque chose à faire et on a fait une opération qui n'a jamais été faite, du coup, ni chez Danone, ni la Ligue contre le cancer de la région. Et on a fait, je suis allée voir tous mes clients, je leur ai dit, écoutez, vous avez la Ligue contre le cancer, il y a quelque chose à faire de votre région, faisons quelque chose. Danone m'a donné la liberté de faire ce que je veux pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc, du coup, j'ai pratiquement pas quitté mon poste, mais à peu près, parce que je suis arrivée quand même à 2 ans et je commençais un peu à m'ennuyer en tant que chef de région. Ils m'ont dit, vas-y. Et du coup, on a monté une opération, tous contre le cancer. Et j'ai travaillé avec tous les clients de la grande distribution qui ont fait des opérations et qui ont fait des chèques à la fin à la Ligue contre le cancer. Donc, on n'a jamais autant donné dans sa région à une association locale. Et le déclic est arrivé là. En fait, c'est là où j'ai vraiment touché ce que c'est l'économie sociale et solidaire et l'impact de ce que tu fais. Donc voilà, on a fait la presse, on a fait la radio, on a fait plein de trucs et en fait tout le monde était content. Enfin, les personnes qui achetaient des yaourts par exemple, parce que bien évidemment on l'a fait sur des yaourts, c'est pas les personnes qui donnaient. Les gens achetaient, ils avaient une promotion, mais c'était mon client du magasin qui donnait chaque fois qu'il y a une vente. On a monté quelque chose qui n'existe pas. Et le client, dans la grande distribution, je pense que vous connaissez, ils donnent jamais de l'argent comme ça gratuitement. Ils donnaient, ils étaient très contents de donner quoi. Et c'est là en fait, c'est né le côté. Je me suis dit, je vais partir. Même si j'étais quand même contente d'être dans cette boîte chez Danone. Et je vais partir, je vais faire une entreprise sociale et solidaire. Je leur ai dit, j'ai négocié ma rupture co. Je leur ai dit, je sais pas dans quoi, mais ça va être avec de l'impact. J'ai besoin de temps pour savoir ce que je vais faire. Et j'ai aussi pris le temps du coup, rentrer à Paris et de me renseigner dans ce que c'est. Il y a eu pas mal de rencontres pour que je sois maintenant dans la restauration. Mais je suis allée à la mairie, CCI, et je suis allée, du coup, par exemple, j'ai rencontré aussi Baluchan, voilà, pour comprendre un peu comment on fait. J'ai rencontré Singa très vite, La Ruche, les canaux, et en fait je suis tout de suite rentrée dans cet écosystème pour comprendre comment ça marche et ma place. Et en fait, il faut rencontrer des gens, il faut parler de son projet et surtout, il faut pas hésiter à faire des conférences. Ticket for Change, pour moi, c'était... il y a des week-ends aussi, ce qu'on appelle les week-ends exploration. Ouais, on voilà. peut venir tester des idées, rencontrer d'autres gens. Faut rencontrer. C'est vraiment bien. Mais ça arrive, mais l'impact, ça vient toujours de quelque chose qui nous touche profondément. Moi, c'était une opération que j'ai montée dans mon propre du coup job et du coup, toi, c'était vraiment un voyage. Mais l'impact ne vient pas comme ça, une idée. Ça vient. Mais il faut aller chercher l'info. Et c'est vrai que il y a 3 ans, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'à part les canaux, Ticket for Change, Singa, j'avais pas d'autres. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, il y a tellement d'incubateurs qui naissent. Ou d'événements, le Forum Change Now, maintenant, depuis 3-4 ans, il y a plein d'événements. Il y a de l'information maintenant sur l'impact. Franchement, il faut profiter. Et effectivement, c'est un écosystème et on peut entreprendre dans cet écosystème et on peut faire d'autres choses. Moi, je savais que je m'étais pris de passion pour l'entrepreneuriat à impact et du coup je pouvais être financeur, je pouvais être incubateur, je pouvais être entrepreneur et j'ai pris quelques années, quelques mois en tout cas pour voir qu'est-ce que j'allais faire dans cet écosystème qui me passionnait. Donc au début ça a été donc d'abord découverte, ensuite je suis passée au groupe SOS où j'étais plutôt accompagnateur / financeur parce qu'on avait des programmes aussi de financement et on travaillait sur des programmes de financement et puis j'ai pu aussi faire ça en parallèle avec toujours au fond de moi cette envie d'entreprendre, mais il fallait que ça arrive au bon moment et quand ça allait se présenter quoi. Et du coup j'ai rencontré mon cofondateur fin 2019. On a fait germer cette envie d'entreprendre chacun et puis ça y est, je me suis lancée. Mais c'est un écosystème où on peut trouver sa place, pas forcément en entreprenant. Il y a d'autres choses.
Est-ce que tu as une dernière question? J'ai peu de questions, moi, c'est. Ben, J'ai appris pas mal de il choses. est, Ouais, c'était ultra intéressant. Moi, si t'as d'autres questions, vas-y, je t'en prie. non, j'allais déjà vous remercier dans un premier temps parce que moi aussi j'ai appris beaucoup de choses, vous avez donné pas mal de ressources Ouais. et c'est aussi ça que je voulais parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui participent à tout ça et c'est vrai que c'est important je pense de les avoir et de pouvoir redonner comme vous avez dit. Hein. Tu vois, maintenant, la marque French Joueurs qu'on lancera, elle sera made in France à 100% du coup. Hein. Obligatoire. Ah, y a plus c'est le choix, écrit. Hein. Donc non, merci à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu vos réseaux? Où est-ce qu'on peut vous contacter suivre, pour suivre poser vos des projets. questions, suivre vos projets évidemment? Et commander à manger aussi. Acheter. C'est le moment promo de l'épisode. Commencez pas. Vous avez pas Avec- fait les timides depuis le début. C'est pas le moment promo. Je vais faire le Moi, timide. je pense qu'on a fait, je pense que les gens savent nous trouver. Moi, Ouais, ils savent pas, justement, du coup, attention. sur LinkedIn, sur Instagram. C'est quoi ton LinkedIn? Twitter. Le Falaf, moi c'est Khadija Salomon, donc n'hésitez pas à venir. Si vous avez des questions, je serais ravie. J'en fais tout le temps de partager un peu mon expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait pour moi. Donc Khadija Salomon, LinkedIn, je suis sur Twitter, Instagram, un peu moins Facebook depuis quelques années, on va dire. Donc je suis à Station F aussi, donc n'hésitez pas si vous êtes à Station F sur Slack. Et voilà. Parfait. Et de mon côté, on peut me retrouver à Station F également. On connaît ton bureau. Donc voilà, je On suis les juste enverra à côté, directement. juste à côté de vous, sur LinkedIn. Et du coup, effectivement, vous pouvez me contacter au sujet de Barnabé, donc sujet prévention, comportement de santé, santé bien-être, mais également sur tous les autres sujets d'entrepreneuriat à impact qui me passionnent au sens large et de finance à impact. N'hésitez pas. Tu peux redonner ton nom complet? Céliane de la Salle. Magnifique. Eh bien écoutez, toi tu veux rappeler tes coordonnées? Ouais, moi c'est bon. Ils Un ont jour, trop il marre va de le dire, moi. un jour, il va le dire. Non, merci à toutes les deux. C'était un super épisode. J'espère que ça va en aider plus d'un, même si j'ai pas de doute là-dessus. On espère puis, que tous les deux vous avez passé un bon moment Ouais, aussi. et Très bon moment et j'ai découvert. ravie du d'avoir coup, fait ta connaissance. moi aussi, je suis ravie. Putain, c'est beau ça. Ouais, tout le temps comme ça, on Bravo, ramène bravo. deux invités et on Ouais. crée des relations Non, sur French Joueurs. c'est un projet Ouais, hyper trop chouette. Merci, On les merci remerciera à vous. également à Station F pour le bruit derrière. Ouais, on a eu des travaux installations. pendant tout le long de l'épisode, hein, Ouais. nous en voulez pas. Ça va, moi je suis sourde, j'entends pas le bruit, tout se passe bien. En tout cas, c'est très bien. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole sur l'entrepreneuriat social à impact. On en a besoin. Eh ben, merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Et on te remercie toi aussi qui est en train de liker, Ouais. commenter, partager autour de toi parce qu'on a besoin de ça. Tu peux aller sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles French Doers Talk, ça nous aide beaucoup. Ça permet de remonter un petit peu dans les classements, que les épisodes soient vus par beaucoup plus de monde. T'en parles autour de toi, tu commentes, tu likes, je te l'ai déjà dit, t'as pas oublié. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Bye. Bye.